Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF. Pour cette vidéo, ce point, c'est pas vraiment un point de marché, mais peut-être un point global sur la situation. Et donc, l'objectif, c'est de vous présenter brièvement la situation, la véritable situation économique, politique de la France. Donc là, l'idée, c'est déjà de peut-être de alors pas forcément de dédramatiser la situation, parce que la situation, elle est quand même assez sérieuse, mais l'idée, c'est aussi de mettre fin à certains clichés, parce que parfois vous entendez certains chiffres qui peuvent faire très peur, alors qu'en réalité, ce sont pas ces chiffres-là dont il faut se méfier, mais d'une autre situation. Et l'idée, c'est un petit peu de débroussailler un petit peu la situation. Alors, donc, sans tarder, alors, pour démarrer cette, euh, cette visio, alors, donc la situation de la France, alors, tout d'abord, bah, la France, évidemment, elle fait depuis quelques mois la une de l'actualité. Donc, pas besoin hein, d'être grand clair pour savoir que la France, disons, alors après peut-être la guerre en Ukraine et les troubles au Proche-Orient, la situation de la France, finalement, elle fait la une dans pas mal de journaux internationaux. Et d'ailleurs, voilà, pour reprendre un titre que j'ai pu voir dans la presse étrangère, la France est-elle sur le point de s'effondrer? Une gifle à Macron. La France entre dans le chaos et vit sa pire crise, s'alarme la presse européenne. Donc, il y a quelque part, malheureusement, euh, ça c'est un fait, la France est maintenant devenue au centre de pas mal d'attention au niveau international. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de décrire de manière pragmatique les problèmes dont souffre la France, en particulier relatifs à sa dette et comment cela peut se finir. Donc ça c'est vraiment voilà, on va essayer de parce que parfois vous avez des gros chiffres qui sortent et en fait ce sont pas ces chiffres-là dont il faut se méfier le plus. Alors tout d'abord, vous entendez souvent le ratio dette sur PIB. Souvent, on vous dit, voilà, la France, le ratio dette sur PIB, il a dépassé les 100%. Ça veut dire que la dette, elle est supérieure au PIB. Attention, signe d'alerte, c'est très grave, etc. En réalité, ce ratio dette sur PIB, moi, c'est pas forcément ce qui me fait le plus peur. Alors, pourquoi? Bah, déjà, prenons les États-Unis. Bah, aux États-Unis, le ratio dette sur PIB, il est plus élevé qu'en France. Déjà, est-ce que vous entendez parler sans arrêt de la situation financière des États-Unis? Et par ailleurs, cet indicateur, il n'a aucun sens. Parce qu'en fait, on est en train de comparer un flux. Le PIB, c'est un flux. La dette, c'est un stock. Donc, mettre dans une quantité mathématique, mettre sur le même plan un flux et un stock, ça ne veut strictement rien dire. Euh, Si on prend par exemple, prenons par exemple deux personnes. Vous avez une première personne qui est locataire, qui est propriétaire, pardon, qui est propriétaire. Elle a un salaire de 100 000 euros par an. Donc ça, les 100 000 euros par an, c'est un salaire, tout le monde sait ce que c'est qu'un salaire. Ben en fait, ça, c'est homogène à un PIB ramené à l'échelle de l'État. Quand on parle de PIB, le PIB au niveau de l'État, c'est un petit peu, c'est l'équivalent d'un salaire. Donc nous, quand on touche un salaire, on va travailler, on reçoit tous les mois un montant d'argent, une feuille de paye, c'est un salaire. L'État collecte des impôts, qui est assis sur la richesse économique produite par les ménages et les entreprises, l'impôt, ça, c'est la richesse créée par un État, c'est le PIB. Donc vous avez le salaire de 100 000 euros. Imaginons que vous avez un emprunt immobilier sur la résidence principale qui est de 300 000 euros. Vous avez une dette de 300 000 euros. Ça, c'est un stock qui est homogène à la dette. Bah, si on fait un calcul pour un particulier, et je pense que parmi vous, il y en a peut-être beaucoup qui coûtent 100 000 euros, alors peut-être pas tout seul, mais 100 000 euros à deux, on va dire, et qui ont un crédit de 300 000 euros.
C'est pas quelque chose qui est exceptionnel. On en trouve. Ben, si vous faites ce calcul, vous allez avoir un ratio dette sur PIB de 300 000 divisé par 100 000, ça fait 300%. Donc, un ménage qui a un salaire de 100 000 euros par an et qui a un crédit immobilier de 300 000 euros sur sa résidence principale, si on devait lui faire un calcul de ratio dette sur PIB, eh ben en fait, il serait à 300%. Donc, quasiment 3 fois plus que l'État français. Je vais vous prendre un deuxième exemple. Prendre un deuxième exemple. Une autre personne, locataire, qui a un salaire de 100 000 euros par an. Pareil. Mais elle a, elle a trois crédits. Elle a un crédit revolving de 15 000 euros. Vous savez ce que c'est que les crédits revolving, hein, c'est que c'est un crédit renouvelable, souvent avec à des taux prohibitifs. Et en fait, ça vous permet d'avoir une réserve de liquidité. Et si jamais vous avez un imprévu, vous pouvez puiser dans cette réserve, mais ensuite, il faut que vous remboursiez cette réserve. Et tant que vous n'avez pas reconstitué cette réserve, bah, vous allez payer un taux d'intérêt prohibitif. Vous avez le crédit auto, elle a un crédit auto de 25 000 euros et un crédit voyage, parce que cette personne, elle aime bien vivre, elle a pris un crédit voyage de 10 000 euros. Le total de ses dettes s'élève à 50 000 euros. Elle est locataire et son salaire est de 100 000 euros par an, comme la première personne. Ben, si vous faites son ratio dette sur PIB, son ratio dette sur PIB s'écrit 100 000 divisé par 15 000 plus 25 000 plus 10 000 égale 50%. Donc cette personne-là, elle aurait un ratio dette sur PIB de seulement, entre guillemets, 50%. Selon vous, quelle est la personne qui est dans une situation plus délicate? Est-ce que vous préférez être à la place de la personne qui a un bien immobilier et un crédit sur ce bien immobilier qui lui fait un ratio dette sur PIB de 300%, ou la personne qui n'a rien, absolument rien, mais qui n'a entre guillemets que 50 000 euros de dette, mais via des crédits revolving, crédit voiture et crédit voyage. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça, alors, c'est pas pour dédramatiser la situation de la France. La situation de la France, elle est compliquée et ça, je vais en parler justement dans cette vidéo. Mais déjà, le ratio dette sur PIB, déjà, quand on vous dit attention, la situation de la France est grave, son ratio dette sur PIB, il est de X, il est de 110%, c'est pas de ça dont il faut le plus se méfier. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le déficit public. Alors, l'indicateur qui revient très souvent, vous voyez, c'est le déficit public de la France qui pourrait dépasser les 6% sur le PIB. Là encore, ça fait peur, ça peut être effrayant. Alors déjà, aux États-Unis, le déficit public, il dépasse souvent, très souvent, les 7%. Là encore, pourtant, les États-Unis ne font pas la une des journaux. Alors, donc là, on a le, le, le graphique qui vous montre un peu comment se forme le déficit. Vous avez les dépenses en rouge et vous avez en vert les recettes. Et vous voyez que depuis la fin des années 70, la France génère et en situation de déficit chronique. Ça fait plus de 50 ans, ça fait 50 ans tout rond, que la France n'a pas eu un excédent public. Donc là encore, en fait, si, là encore, l'idée, c'est de relativiser ce chiffre. Je vais vous prendre l'exemple de deux entreprises. Parce que pour les entreprises aussi, on peut calculer un déficit. Un déficit, par exemple, c'est un résultat. Un résultat, un résultat comptable. Alors, prenons une première entreprise qui a 100 de recettes et qui a 105 de dépenses. Alors maintenant, voici ses dépenses. Elle va dépenser 60, elle va dépenser 45 d'achats matériels, 30 d'achats de parts de SCPI. Donc ça fait 75. Donc ces 75 là constituent ce qu'on appelle des dépenses d'investissement. L'entreprise achète du matériel pour produire des biens et investit en achetant par exemple des parts de SCPI. Par ailleurs, cette entreprise, elle a des dépenses qu'on appelle des dépenses de fonctionnement via de la location de locaux à hauteur de 20 et le paiement de salaire de ses dirigeants à hauteur de 10, ce qui fait un total de 30 au niveau des dépenses de fonctionnement. Donc cette entreprise-là va avoir
un total de dépenses de 105 et un total de recettes de 100, soit un déficit de moins 5, un déficit de 5%. Ça ressemble un petit peu à la situation de la France. Déficit 6% du PIB. Là, on a déficit de cette entreprise 5% par rapport à ses recettes. On va prendre une deuxième entreprise. Ah, celle-ci, elle est à l'équilibre. Donc, elle a 100 de recettes et 100 de dépenses. Sauf que, quand on regarde le détail des dépenses, elle a, elle a acheté 25 euh, d'achats de matériel, parce qu'elle aussi, elle a besoin d'acheter du matériel pour créer de la richesse. Par contre, elle a 0 € de dépenses d'investissement dans des actifs, zéro. Contre, elle a 75 de dépenses de fonctionnement. Hein, elle loue ses locaux très cher, 40, et elle paye énormément, elle paye beaucoup ses dirigeants. Hein, puisque par rapport à l'entreprise 1 paye ses dirigeants 10, l'entreprise 2 paye ses dirigeants 35. Donc comptablement, cette entreprise 2, elle est à l'équilibre. Maintenant, quand on creuse plus en détail, est-ce que vaut mieux être dans la situation de l'entreprise 1 qui a acheté énormément de matériel, du matériel de qualité à 45 au lieu de 25, et qui en plus investit chaque année dans, dans des actifs en limitant ses dépenses de fonctionnement, ou vous préférez être dans la situation de l'entreprise numéro 2? Vous voyez, là encore, parler de déficit public en pourcentage de PIB, vous voyez, ça veut strictement rien dire. Ça veut strictement rien, ça veut rien dire. Tout dépend en fait de ce que vous faites de cet argent. Et là encore, c'est un petit peu, comment dire, ce qui est problématique en France, en fait, c'est pas le fait d'être en déficit. Ce qui est problématique ici, c'est la nature de ce déficit. C'est-à-dire que la France, en fait, elle est dans la situation de l'entreprise 1, là que vous voyez, elle est à moins 5, sauf que, sauf que, ce qui crée ce déficit, ce n'est pas lié à de l'investissement, ce ne sont pas des dépenses d'investissement qui créent un déficit en France, mais malheureusement, ce sont des dépenses de fonctionnement. Ce sont toutes les aides sociales, ce sont tous les comités, toute la trace administrative, le poids de l'administration en France, et ça, faut le payer, ça a un coût. Et en fait, c'est ça qui contribue en grande partie à créer ce déficit. Donc c'est ça le problème. On aurait un déficit parce que la France lance des grands travaux, lance des plans pour stimuler la recherche et développement, pour essayer d'aller sur Mars, etc. Ça, c'est un déficit. Quelque part, c'est ce que j'appelle un déficit lié à des dépenses d'investissement. Le problème de la France, c'est qu'on a un déficit public qui passe de 4 à 6%, sauf que ce déficit public, il est lié en grande partie à un déficit structurel qui est lié aux dépenses de fonctionnement. Tout ce qu'il faut pour payer les administrations publiques, tout ce qui est aux aides, etc., etc., etc. Et donc, on a effectivement un ratio, un déficit public qui est toujours en déficit. Et le problème, c'est qu'il dure. Le problème, c'est que la France n'a jamais, jamais, jamais été en excédent depuis 50 ans. C'est-à-dire que depuis que je suis né, je n'ai jamais connu la France dégager un excédent public. C'est un peu comme si vous vivez à découvert pendant 50 ans, tous les ans pendant 50 ans. Et c'est ça qui est problématique. C'est pas le fait d'avoir un déficit de 6%. C'est le fait que ce déficit, il dure depuis 50 ans et qui en plus est alimenté par des dépenses de fonctionnement. C'est un petit peu comme si vous vous endettez, non pas pour investir, mais pour vous verser un complément de salaire. Vous dépensez pour partir en vacances, pour payer la nourriture, pour payer le chauffage, vous dépensez 90, vous gagnez 80, et pour être à l'équilibre, pour éviter d'être à découvert, vous empruntez 10 chaque année. Ça, forcément, c'est ça qui est dangereux. Et l'État, en fait,
si on devait comparer l'État français avec la situation d'un particulier, bah, l'État français serait comparable à un particulier qui gagne moins, enfin, qui dépense plus que ce qu'il gagne, et dont les dépenses sont des dépenses de fonctionnement, de vie. Acheter des cadeaux, partir en vacances, se nourrir, etc., etc. Et donc, cette personne-là va compenser cet écart entre ses dépenses et ses recettes en s'endettant chaque année. Donc, si je devais comparer la France à un particulier, la France serait similaire à une personne qui, tous les ans, dépense plus que ce qu'elle gagne et dont les dépenses, ce sont des dépenses de fonctionnement et pas de l'investissement. Et qui donc est obligée sans cesse de s'endetter toujours plus pour couvrir l'excédent de dépenses par rapport à ses recettes. Et c'est ça qui est inquiétant en France. C'est surtout ça qui est inquiétant en France, bien plus que des chiffres de dette sur PIB ou de déficit public. Alors, autre chose sur lesquelles moi je souhaite revenir, c'est souvent on entend dire oui, la France c'est un pays où on est écrasé par les impôts. Alors là, je ne vais pas défendre le fisc français, je ne vais pas défendre l'administration fiscale. Moi, j'ai travaillé dans d'autres pays que la France. Euh, En fait, la France, ça peut vous paraître choquant, mais la France n'est pas forcément le pays qui taxe le plus. Moi, j'ai bossé en Suisse. Bah, en Suisse, vous arrivez très très rapidement à un taux d'imposition à 45%, 40-45%. Vous les atteignez très très vite. Dès que vous êtes à 80, 80, 90 000 euros francs suisses à l'époque, vous atteignez ça, vous êtes à 40, 45%. Et contrairement à la France, vous n'avez pas de ce qu'on appelle de niche fiscale. Hein, le Pinel, le LMNP, le PER, tout ça, vous n'avez pas tout ça en Suisse. Là, je vous ai pris un graphique, un source IFRAP, qui vous montre en abscisse le revenu, le revenu annuel à partir desquels vous commencez à payer des impôts en abscisse. Et en ordonnée, c'est le taux d'impôt sur le revenu. Donc regardez la France où elle se situe. Donc la France, en France, vous commencez, pour une personne seule, à être imposée à partir de 10 000 euros par an. À partir de 10 000 euros par an, vous rentrez dans le seuil de l'impôt et votre taux d'imposition, il est en moyenne de 13% en France. Regardez les autres pays, hein, regardez le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas. Dès le premier euro, vous êtes imposé. Vous travaillez en Danemark, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas. Dès le premier euro, même si vous gagnez l'équivalent du RSA, vous êtes à 1 euro de l'heure, bah, vous allez être imposé. Et les taux d'imposition, alors maintenant, vous voyez le nombre de pays où le seuil d'entrée dans l'impôt, il est plus faible qu'en France. L'Allemagne, à partir de 8 000 euros, vous êtes imposé. En Belgique, à partir de 7 000 euros. En Suède, à partir de 2 000 euros par an. Et tous ces pays, hein, Pays-Bas, Italie, Espagne, Danemark, vous êtes imposés dès le premier euro. Maintenant, si on voit le taux d'impôt, le taux d'imposition moyen, bah, regardez, par le Luxembourg, vous êtes en dessous de 10% d'impôts, et le Danemark, vous êtes à 5% d'impôts. Regardez les autres pays, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suède, vous avez un taux d'impôt qui est supérieur à la France. Donc ça, c'est, voilà, vous voyez, ça j'ai vraiment envie finalement de, parce que ça, on n'arrête pas de dire en France, on est écrasé par les impôts, etc., etc. Bah, c'est faux. C'est pas tout à fait exact, c'est pas tout à fait vrai. Le graphique ici le montre. Et en plus, contrairement à d'autres pays, vous avez tout un tas de niches fiscales qui vous permettent de déduire énormément de choses de vos impôts. Et ce qui vous amène finalement à avoir un taux d'imposition qui n'est pas si élevé que ça. Donc, si vous avez de l'argent, vous avez un bon salaire, vous avez tout un tas de niches fiscales qui permettent de déduire, de réduire les impôts. Ça, je connais, bah, ça, bah, je connais bien le système. Par ailleurs, si vous gagnez pas énormément, parce que vous rentrez dans l'impôt à partir d'un certain niveau de salaire, la moitié des Français ne sont pas imposables. En fait, finalement, quand vous réfléchissez bien, la France
n'est pas, n'est pas n'est pas tellement un enfer fiscal pour les particuliers. D'ailleurs, quand j'ai été au Canada, parce que je parle de la Suisse, mais j'ai aussi été au Canada il y a quelque temps, et quand j'ai vu les taux d'imposition au Canada, bah, j'ai dit aux Canadiens, mais comment se fait-il que vous payez autant d'impôts alors que au Canada, le système éducatif est privé, vous n'avez pas comme en France l'école publique qui est un peu la norme. Les soins, bah, ça coûte très cher, c'est un peu un système américain. Et en plus, ils ont des taux d'imposition assez élevés. Et là, les Canadiens me disent, oui, bah, on a un grand pays, c'est très vaste, il faut entretenir nos routes, etc. Donc moi, j'étais surpris. Donc ça, là encore, hein, c'est pas pour défendre la France, mais croire que à l'étranger, c'est génial, on paye quasiment pas d'impôts, c'est super, et que la France, c'est un enfer fiscal, c'est faux. Voilà. Alors, quitte des entreprises. Alors là encore, bah, au niveau de la fiscalité des entreprises, hein, là, ce sont les chiffres, hein, bah, les pays qui disposent du taux le plus élevé en termes d'impôt sur les sociétés, vous avez Malte, 35%, le Portugal, 31,5%. Et à l'inverse, évidemment, vous avez des pays dont les taux sont les plus bas, la Hongrie et l'Irlande, qui ont des taux de 9 et 12,5%. Dans l'OCDE, au sein de l'ensemble des pays de l'OCDE, bah, le taux moyen d'impôt sur les sociétés est de 20%. En Allemagne, il est de 15,8%, mais en Allemagne, si vous combinez ça avec l'imposition régionale, parce qu'en France, vous payez un impôt sur les sociétés. En Allemagne, vous allez payer 15,8%, c'est l'impôt fédéral, plus 14% d'imposition régionale. Vous arrivez quasiment à 30% d'imposition. En France, on est à un taux d'impôt sur les sociétés de 25,8%. Voilà. Et en plus, si on en croit le dernier rapport de l'OCDE, la France est le pays qui a connu la plus forte baisse de son taux, la plus forte régression de son taux légal d'imposition sur les sociétés. Donc là encore, hein, pour mettre fin aux idées reçues, la France est loin d'être le pays qui écrase le plus les entreprises par sa fiscalité. Donc ça, c'est, vous voyez, donc la situation de la France est grave. Attention, je vais y revenir. Mais quand on entend dire ratio dette sur PIB, déficit public, fiscalité écrasante sur les particuliers, fiscalité écrasante sur les entreprises, bah vous voyez que c'est faux. Ce ne sont pas ces éléments-là qu'il faut regarder. Alors, néanmoins, il y a des faiblesses en France. Et pour moi, en fait, les indicateurs qui, pour moi, sont les plus inquiétants en France, c'est ceux que je vais présenter là. Alors, le premier, c'est le poids écrasant de l'État dans le PIB. C'est-à-dire que l'État met quasiment son nez partout dans le PIB. Regardez un petit peu, donc là, vous avez un graphe qui compare l'ensemble des pays avec le poids de l'État dans la richesse produite. Regardez les États-Unis, 34,4%. Et encore, vous avez Elon Musk qui a été nommé par Donald Trump pour dégraisser le mammouth. Pourtant, les États-Unis ne sont qu'à 34,4% de ratio de poids de l'État dans le PIB. Ensuite, si je regarde la zone euro et l'Union européenne, vous êtes à peu près à 49%. Et regardez la France, numéro un mondial, la France, 57%. La France, le poids de l'État représente 57% du PIB. Alors concrètement, ça ressemble à quoi? Ben, je vais vous donner des exemples très simples. Des exemples très simples, parce que c'est assez abstrait, ça, le poids de l'État dans le PIB produit. Alors moi, ben, je vais vous parler d'une activité que je connais bien, l'activité de gestion de patrimoine, que je connais bien. Ben, regardez, un conseiller en gestion de patrimoine, regardez le nombre d'entités, d'organismes étatiques qui sont sur le dos d'un conseiller en gestion de patrimoine. Alors vous avez le ministère de l'économie et des finances, ça, à la limite, lui, on n'a pas de compte à lui rendre. Vous avez la Banque de France, qui est rattachée au ministère de l'économie. Et ensuite, vous avez tout ça.
vous avez l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Vous avez en dessous l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous avez encore en dessous l'ORIAS, je me souviens plus trop les anacronymes. Et ensuite, vous avez quatre autres organismes euh, auxquels le conseiller doit rendre des comptes chaque année. Vous avez l'ANACOFI, l'ANACONSO, la Chambre de commerce et d'industrie et l'INSEE. Donc tout ça, donc quand vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, vous devez gérer la paperasse pour l'INSEE, pour la CCI, pour l'ANACONSO, pour l'ANACOFI, pour l'ORIAS, pour l'AMF, pour la CPR. Des cotisations par-ci, des papiers par-là, des justificatifs par-ci, des réinscriptions par-là, etc., etc., etc. Et donc vous avez un poids de la paperasse administrative qui est énorme. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un métier que je connais très très bien. Euh, voilà. Regardez un petit peu. Et du coup, comment ça se traduit quand un conseiller en gestion de patrimoine veut faire souscrire à un client une solution? Bah, pour 1 heure de rendez-vous pour expliquer à son client pourquoi cette solution est importante. Alors, 1 heure, on va dire 2 heures. 1 heure pour expliquer, faire le bilan patrimonial et peut-être 1 heure pour expliquer la solution. 2 heures d'entretien avec le client pour lui expliquer pourquoi cette solution est importante. Bah, pour 2 heures de travail, le vrai travail, ça c'est le vrai travail d'un conseiller. Le vrai travail d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'expliquer à son client pourquoi il faut faire telle solution. Ben, vous allez avoir 5 heures de paperasse administrative à faire pour justement être conforme à l'INSEE, à la CCI, à l'ANACONSO, à l'ANACOFI, etc., etc., etc. Vous allez avoir tout un tas de paperasse à faire. Pour chaque solution que vous proposez à un client, il y a tout un tas de papiers à remplir pour satisfaire à toutes les exigences de tous ces organismes-là. Et chacun et ses exigences, elles s'empilent. Vous voyez, c'est un petit peu les poupées russes. Donc ça, c'est un exemple de métier pour lequel on voit le poids de l'État sur sur le conseiller. Paradoxalement, alors c'est ça qui est qui est marrant, quand il y a des brebis galeuses, parce que pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il y a tout ça? C'est pour éviter qu'il y ait des escrocs qui conseillent mal les clients et qui, au lieu de conseiller les clients, les arnaquent. Alors, paradoxalement, la France, c'est un des pays qui, en cas de d'arnaque, hein, quand quelqu'un se fait arnaquer par un conseiller, bah, il n'y a jamais de peine de prison. Parce que l'arnaque financière, c'est considéré comme un délit, au même titre que si vous grillez un stop ou vous grillez un feu rouge sur la route, considéré comme un délit. Finalement, là, en termes d'années de prison, on entend rarement des conseillers qui sont mis en prison pour avoir arnaqué des clients. Par contre, on va vous écraser de paperasse. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple d'exercer le métier, c'est beaucoup plus facile. Vous n'avez pas toute cette paperasse administrative. Par contre, si jamais vous fraudez, si vous arnaquez un client, CF, l'affaire Madoff, c'est un crime. Aux États-Unis, le fait d'arnaquer un client, de lui vendre, de faire de la vente illégale, de lui vendre, de lui proposer un produit qui fait tout le contraire de ce qui a été vendu, aux États-Unis, c'est considéré comme un crime. Et là, vous prenez de la prison. Madoff a pris perpète, il a pris 130 années de prison, il est mort en prison, chose qui n'arrivera jamais en France. Donc voilà, donc ça, voilà, ça c'est un exemple, c'est-à-dire qu'on veut tellement protéger les gens des professionnels. Donc là, c'est l'exemple du conseiller en gestion de patrimoine, on veut protéger, et ça part d'une bonne intention, on veut protéger les clients, les investisseurs du conseiller en gestion de patrimoine. On va créer tout un tas de bureaucratie, de paperasse qui va finalement décourager. Moi, aujourd'hui, je connais des conseillers en gestion de patrimoine brillants qui ne veulent même plus faire le métier à cause de cette paperasse administrative. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Alors, deuxième exemple alors ça, je l'ai pas mis ici, mais j'en ai parlé à mon médecin. Ben, ce sont les médecins. Les médecins, un médecin, aujourd'hui, il passe la moitié de son temps à faire de la paperasse administrative. Le rôle d'un médecin, c'est de soigner des gens. C'est pas de remplir des papiers administratifs. Alors moi, j'ai discuté avec mon médecin. Bon, aujourd'hui, il est parti à la retraite, mon ancien médecin traitant. Elle m'a dit, moi, je passe plus de temps à travailler pour la Sécu, à remplir des papiers pour la Sécu, que pour que à ausculter mes patients. Et oui,
Et ce que vous ne savez pas, c'est alors vous connaissez la Sécu, la CPAM, sauf qu'il n'y a pas que une caisse de la Sécu. Alors là, beaucoup de gens, vous dites la Sécu, voilà, pour beaucoup de gens, voilà, c'est la caisse primaire d'assurance maladie. Mais pour avoir discuté avec mon médecin, en fait, vous avez des dizaines de branches de la sécurité sociale. Et un médecin, lui, il doit rendre des comptes parce que bah, quand il prend un patient, le patient, il peut relever de tel régime, de tel régime, de tel régime, de tel régime. Et en fait, le médecin doit rendre des comptes non pas à une caisse unique, mais il doit rendre des comptes à des dizaines d'organismes de santé, d'organismes publics de santé. Et il passe son temps à faire de la paperasse administrative. Dernier exemple en date, toujours chez les médecins, aujourd'hui, l'État veut obliger les médecins à s'installer dans des zones rurales. Est-ce que c'était à l'État d'obliger des personnes qui ont fait des études, etc., qui sont souvent coûteuses, hein, est-ce que c'est à l'État de forcer les individus, c'est pas pour défendre les médecins, à s'installer dans telle ou telle ou telle région? Donc déjà, si on libéralisait les tarifs, si on disait aux médecins, bah, vous êtes libre de fixer votre tarif, bah, déjà, les régions où il n'y a pas énormément de personnes, bah, si le médecin peut fixer son tarif librement, ah, c'est l'offre et la demande qui vont s'ajuster. Sauf que là, on impose aux médecins un tarif. D'ailleurs, c'est assez hypocrite parce que du coup, vous avez des médecins, beaucoup de médecins qui contournent ça en pratiquant ce qu'on appelle des dépassements d'honoraires. Euh, et donc, en fait, que fait l'État? Il impose un, un prix à la consultation médicale et il veut maintenant imposer aux médecins de s'installer dans tel ou tel ou tel coût. C'est plus du libéralisme, là, c'est du communisme. Encore un autre exemple, les agriculteurs. Pourquoi les agriculteurs sont contre le Mercosur? C'est parce que ils vont être les produits agricoles produits en France doivent satisfaire tout un tas de normes. Et moi, c'est pareil, j'ai grandi, j'avais des voisins qui étaient agriculteurs. Bah, en 20 ans, le temps qu'ils passent à faire de la paperasse administrative pour l'État et pour l'Europe, il a été multiplié par 3 en 20 ans. Nos agriculteurs passent plus de temps aujourd'hui à remplir tel ou tel ou tel ou tel formulaire plutôt qu'à passer le temps dans les champs. En général, quand vous avez envie d'être agriculteur, si vous voulez être agriculteur, c'est parce que vous avez envie de passer du temps dehors. Vous n'avez pas envie de passer du temps derrière un bureau. Eh bien, les agriculteurs doivent passer de plus en plus de temps à remplir tel ou tel ou tel ou tel formulaire pour satisfaire à telle ou telle norme écologique, environnementale, etc., etc. Et les produits issus de l'agriculture française vont être en concurrence avec des produits issus de l'agriculture sud-américaine qui, elle, n'a pas du tout les mêmes contraintes administratives que la France. Donc là, c'est encore un troisième exemple de secteur où le poids de l'État est écrasant. Et peut continuer hein, la restauration, l'hôtellerie, etc., etc. On a là, c'est ça en fait, quand on mesure le ratio dette sur PIB, c'est en fait, c'est quand vous produisez 1 euro de richesse, ben en fait, l'État va quelque part en ponctionner 57%. Alors, pas forcément au titre d'impôt, hein, vous ne payez pas 57% d'impôt sur le revenu, mais l'État va être sur votre dos à hauteur de 50% de la richesse produite. Voilà. Et moi, je vois hein, les médecins, moi, je vous dis, les médecins libéraux passent plus de temps à rendre des comptes aux différentes caisses de l'assurance maladie que à soigner des patients. Vous allez dans un hôpital en France, l'hôpital public français, c'est là où vous avez le poids d'administratif. Vous avez presque plus d'administratifs dans un hôpital français, vous avez plus d'administratifs que de soignants. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que vous ayez plus de 50% des personnes qui travaillent à l'hôpital qui ne voient jamais de patients? Pourquoi? Alors, c'est pas que ces personnes ne servent à rien, sont nulles. C'est que malheureusement, ces personnes, elles sont employées pour remplir tout un tas de tableaux Excel pour remonter ça à une administration qui contrôle tout.
Donc ça, pour moi, c'est la c'est une des grosses faiblesses de l'État. C'est le poids de l'État dans la richesse créée. Deuxième grosse faiblesse, c'est un marché du travail qui est très, très, très rigide. Notamment un code du travail qui est gargantuesque, qui est très défavorable à l'employeur. Ça, c'est là, c'est évident. Aujourd'hui, pourquoi les entreprises ont beaucoup de mal à recruter en France? Non pas qu'il n'y ait pas de candidats, des candidats, on en trouve, hein. Ça, c'est un faux prétexte. C'est que les entreprises, elles ont tellement peur, une fois qu'elles ont fait un recrutement, de se retrouver avec quelqu'un qui ne fait pas l'affaire ou un retournement de conjoncture, bah, que pour licencier une personne, c'est hyper, hyper compliqué. Et là encore, on le voit, un moyen détourné. Euh, euh, Paradoxalement, le marché français, c'est le marché où le secteur du conseil, le consulting, est le plus développé par rapport aux autres pays. Alors, c'est pas qu'en France, on a besoin de consultants plus qu'ailleurs. C'est que la plupart, alors là, c'est pas pour, voilà, la plupart des consultants en France sont utilisés non pas pour faire, entre guillemets, du conseil, le consultant qui arrive, qui apporte son expertise extérieure et qui va faire un bilan de, de l'entreprise, qui va émettre des recommandations. Mais la plupart des consultants en France sont utilisés pour finalement un petit peu pour ajuster la masse salariale. Parce que les entreprises ont trop peur de recruter en CDI, par peur après de ne pas pouvoir licencier, à cause d'un code du travail gargantuesque et de charges salariales et patronales prohibitives. Et donc, en fait, le problème de ça, de ce marché du travail très rigide, c'est que, en fait, la plupart des gens, c'est un peu comme le Titanic, la plupart des gens, en fait, ne voient pas que la situation française est très grave. Pourquoi? Parce que, en fait, comme on a une forte sécurité de l'emploi, malgré les plans sociaux qui se multiplient, en fait, le chômage augmente très lentement en France. Parce que c'est très difficile de licencier pour réunir les syndicats, faire un plan social, plan de sauvegarde de l'emploi. Enfin, c'est très, très, très compliqué. Et donc, du coup, bah, les personnes qui sont dans l'emploi, en fait, elles ne voient pas que on est en train, en fait, de s'enfoncer dans une crise. Parce que c'est tellement difficile de licencier bah, que finalement, les gens ont l'impression que tout va bien. À l'inverse, bah, pour les personnes qui sont déjà au chômage, bah, là, la situation va devenir très compliquée car les entreprises ne pouvant pas licencier facilement, bah, en fait, elles vont hésiter, elles vont bloquer les recrutements, le temps de pouvoir recaser tous leurs employés. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, c'est exactement quand le Titanic a coulé, en fait, les premiers, donc tout le monde dit oui, si le Titanic, si beaucoup de gens sont morts dans le Titanic, c'est qu'il n'y avait pas assez de canaux. Là encore, c'est fou. Les premiers canaux qui sont partis à la mer, parce que quand le Titanic a heurté l'iceberg, il y avait des personnes qui savaient que le Titanic allait couler. Des ingénieurs qui savaient que le Titanic allait couler. Et quand ils ont essayé de faire monter les passagers de première classe dans les premiers canaux, bah, un canot, bah, les canaux de sauvetage pouvaient contenir à peu près 40 personnes. Bah, les premiers canaux à partir à la mer, il n'y avait que 10 ou 15 personnes. Les gens ne voulaient pas monter dans les canaux. Les gens ne savaient même pas, ne voulaient pas admettre que le Titanic était en train de couler. Pourquoi? Parce que au niveau des premières classes, voire même de certaines deuxièmes classes, bah, il faisait chaud, il y avait la lumière, il y avait des fumoirs, alors que dehors, sous le pont, il faisait froid, dans les canaux, il faisait froid, il faisait nuit. Donc, les gens n'étaient même pas en train de s'apercevoir que le bateau était en train de couler. Parce qu'il y avait cette sécurité apparente, cette espèce de pouf où beaucoup de gens, en fait, se sentaient en sécurité. Et c'est une des raisons qui explique pourquoi il y a eu autant de morts dans le naufrage du Titanic. Les gens ont pris conscience très tard que le bateau allait couler. Par contre, évidemment, bah oui, effectivement, les troisième classes, pour le coup, alors eux,
malheureusement, même s'ils avaient pris conscience très rapidement, eux, ils étaient condamnés. Effectivement, les troisième classes, dès les premières minutes après la collision de l'iceberg, bah, les cales, parce que les troisième classes, bah, ils vivaient, ils étaient dans les cales, eux, ils ont tout de suite été surpris par l'inondation. Mais beaucoup de personnes sont mortes. En fait, elles sont mortes parce qu'elles ont refusé d'embarquer dans les premiers canaux qui étaient mis à la mer. Voilà. Et la France, en fait, on peut comparer un petit peu la France à ça. C'est-à-dire qu'on a une France, en fait, qui s'enfonce tranquillement, lentement, mais sûrement, dans la crise. Vous avez, voilà, moi, je le vois, hein, les gens, voilà, ils sont contents, ils ont leurs vacances, ils ont leur sécurité de l'emploi, ils ont leur chèque cadeau, ils ont tout ça, mais ils ne se rendent pas compte que il y a une vraie crise qui couvre. Voilà. Alors que dans les pays anglo-saxons, quand il y a une crise, on licencie, mais pour mieux embaucher derrière. C'est un petit peu les portes de salon. Là où ça se voit, quelque part, c'est l'approche par rapport au chômage. Moi, j'ai un ami qui travaille au Royaume-Uni pour une société anglaise, qui a été licencié hier. Il m'a appris qu'il a été licencié hier. Alors moi, je lui dis, mais t'es pas stressé, t'as perdu ton boulot juste avant Noël, tu te rends compte, putain, t'es sans travail, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'était pas du tout stressé, il me dit, oh, ben, c'est super, c'est une opportunité. Euh, j'ai eu un petit chèque, voilà, c'est pas énorme hein, comme chèque, je crois, il a eu quelque chose comme 10 000 euros, quoi. Voilà, 10 15 000 euros, voilà, chèque, voilà, et hop. 7 jours de préavis, le temps de rendre son PC, etc. Et hop, il n'était pas du tout stressé. Il m'a dit, bah non, bah, je vais trouver un autre challenge, je vais rebondir sur un autre poste, je vais apprendre plus, etc., etc. Vous voyez la mentalité? Parce qu'il sait qu'il retrouvera du boulot. Il sait qu'il retrouvera du boulot. Il m'a dit, bah voilà, moi je vais y aller, je vais candidater. Parce que le marché anglo-saxon, c'est les portes de saloon. Vous faites virer, dans les jours, les semaines qui suivent, vous retrouvez aussitôt un boulot. À l'inverse, regardez, quand on vous parle des plans, des plans de licenciement chez Auchan, chez Michelin, là, on vous montre des gens qui sont abattus. Ça fait 20 ans que je suis dans la société, c'est ma famille. Comment je vais faire pour retrouver un travail, etc. Pourquoi? Parce qu'en France, vous avez un marché du travail qui est hyper rigide. C'est-à-dire que une fois que vous avez perdu votre boulot, bah, pour en retrouver un, bon courage. C'est très difficile. Voilà. Et donc là, ça, pour le moment, justement, le fait qu'on ait un marché du travail qui est très rigide, c'est plutôt positif parce que finalement, beaucoup de gens ne voient pas que le pays est en train de s'enfoncer dans une crise grave. Donc j'ai commencé cette vidéo justement pour relativiser certains chiffres comme le ratio dette sur PIB, mais en réalité, la situation de la France est très grave, mais pas pour les raisons que vous montrent les médias que Auchan, Michelin, licencient, font des plans de départ, c'est pas ça qui est le plus grave. En Angleterre aussi, vous avez des plans de départ. J'ai un ami qui se fait virer là. Hier, il me l'a annoncé. C'est pas ça le problème. C'est le problème, c'est qu'en France, dès que vous vous retrouvez dans une situation difficile, c'est très difficile d'en ressortir. Donc c'est pour cela, c'est ça le drame. Le drame, c'est pas que les gens soient virés de Michelin ou d'Auchan. Le drame, c'est qu'est-ce que ces personnes vont devenir, comment elles vont rebondir, même si elles se forment par elles-mêmes, est-ce que les entreprises vont leur donner une deuxième chance de rebondir sur un nouveau job? Il est là le problème. Donc ça pour moi, c'est un vrai problème. Donc on a première faiblesse, c'est le poids de l'État dans le PIB, au travers notamment du poids de l'administration, de l'administratif. La deuxième faiblesse, c'est le marché du travail français qui est très rigide. Troisième, enfin, troisième faiblesse, c'est une approche très négative de la notion d'échec. En France, quand vous échouez, c'est très difficile. On va pas facilement vous redonner une deuxième chance. C'est très difficile. Vous lancez une entreprise, ça marche pas, vous mettez la clé sous la porte. Ça sera très difficile pour vous de remonter une société parce que vous avez
vous êtes tamponné, vous avez échoué dans votre activité d'entrepreneur, vous avez échoué, donc vous êtes un loser, donc on ne vous donnera pas une deuxième chance. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Prenez aux États-Unis, Abraham Lincoln, il a créé 5 entreprises, il a fait faillite 5 fois, ce qui ne l'a pas empêché de devenir président des États-Unis. En France, on a vraiment une approche très négative de l'échec, ce qui décourage la prise de risque. Les gens n'osent plus prendre de risques. Vous prenez un risque, vous vous plantez, fait, on vous marque. Vous êtes marqué au fer blanc comme ayant échoué. Donc ça, c'est aussi une grosse faiblesse de la France. Et enfin, la dernière faiblesse de la France, c'est un manque de culture économique des Français. On se moque énormément des Américains parce qu'ils ne savent pas placer Paris sur une carte, ils ne savent pas placer Berlin sur une carte. C'est vrai, c'est vrai que les Américains n'ont pas forcément une grosse culture géographique et historique des pays de la planète. Par contre, vous prenez un Américain dans la rue, il saura par cœur quel est le niveau du Dow Jones. Il saura par cœur quel est le niveau du pétrole. Il saura par cœur quel est le niveau du Nasdaq. Les Américains ont une culture financière. En France, on est encore dans la lutte des classes. C'est-à-dire qu'en France, quand quelqu'un réussit, tout de suite, si cette personne a réussi, on va partir du principe que c'est un voleur. Il a fait quelque chose de louche pour réussir. C'est très bien. En France, en fait, quand vous entreprenez, quand vous échouez, vous êtes un loser et on vous claque la porte au nez, on vous donne pas la possibilité de rebondir ou très difficilement. Et quand vous réussissez, on va vous suspecter d'avoir, de ne pas avoir été fair-play dans la réussite. Et donc ça, c'est lié à un manque de culture économique d'une grosse partie de la population. Et ça, c'est important que les gens s'éduquent en matière d'éducation. Quand des entreprises distribuent des dividendes, on peut en faire partie. On peut faire partie des personnes qui gagnent, qui reçoivent ces dividendes. Il suffit d'investir. Et il n'y a pas besoin d'investir dans des solutions très, très compliquées pour toucher des dividendes. Il n'y a pas besoin d'être grand clair, de faire des montages hyper compliqués pour toucher des dividendes. C'est pas si compliqué que ça. Faut-il encore prendre un petit peu de temps pour comprendre comment le système fonctionne? Alors, pourquoi les agences de notation ne dégradent pas la France? Parce que la France, elle est toujours double A. Mais, elle était triple A, elle est passée double A+, puis double A, et maintenant, la plupart des agences de notation notent la France double A moins, A moins. Donc la prochaine étape, prochaine dégradation, ça sera A+. Et là, si la France passe A+, attention, beaucoup de fonds devront vendre leurs titres de dette français parce que beaucoup de fonds ne peuvent détenir que des dettes notées double A ou triple A. Donc là, la France, elle est sur une ligne, une corde raide, une crête, une ligne de crête. Si la France est dégradée d'un cran, on risque effectivement de voir une vente massive de la dette française et donc du coup une remontée des taux français. Alors, pourquoi les agences de notation ne dégradent pas la France? Alors, vous avez plusieurs raisons. La première, c'est que la France est considérée comme too big to fail, une trop grande pour faire faillite, et les agences anticipent que la BCE et la Commission européenne feront tout pour éviter une attaque de la dette française. Deuxième avantage, la France est considérée comme très forte pour percevoir l'impôt. Malgré les râleries, malgré tout ce qu'on peut dire, il y a en France un fort consentement à l'impôt au sein de la population française. En fait, les Français, même s'ils râlent, même s'ils se plaignent, les Français payent l'impôt avec plaisir parce qu'ils considèrent qu'ils ont la chance, en contrepartie de ces impôts, de bénéficier de la gratuité d'un grand nombre de services publics, les soins, l'éducation, les transports bon marché, etc., etc., etc.
Deuxième solution, deuxième raison. Troisième raison, alors si l'État est très endetté, les Français, contrairement aux Américains, les Français, donc les personnes physiques, les ménages, eux, sont plutôt des fourmis. L'État est peut-être cigale, mais les Français sont des fourmis. Donc le patrimoine net des ménages en France s'élève à 14 000 milliards. Le patrimoine net de dette. Vous prenez le patrimoine, vous enlevez la dette qui est assortie à ce patrimoine. Le patrimoine net des ménages s'élève à 14 000 milliards d'euros, soit plus de 4 fois la dette de l'État français. Et donc ça, les agences de notation le savent. Donc en fait, la France, chaque année, a besoin de 150 milliards par an pour être à l'équilibre. En fait, il suffirait, je mets ça entre guillemets, que l'État ponctionne 1% du patrimoine global des Français pour se retrouver à l'équilibre en matière de déficit. En fait, il suffirait que pour l'ensemble du patrimoine des ménages, l'État instaure une, une contribution, une taxe de 1% pour finalement effacer le déficit public. Donc ça serait dramatique parce que, euh, bah, enfin, je sais pas, on vous enlève 1% de votre patrimoine. Alors, ce qui est terrible, en fait, c'est que ça se voit pas. Vous voyez, il suffit, vous augmentez les frais de notaire de 1 ou 2%, vous enlevez certaines niches fiscales, vous fiscalisez les livrets A, les LDD, et en fait, vous pouvez, enfin, l'État peut, là encore, selon les agences de notation, facilement trouver 1% à se servir dans ces 14 000 milliards de patrimoine net de dette qui dort en France. Ça, malheureusement, si jamais ça devait se faire, ça va être très compliqué d'y échapper. Parce que entre le livret A, le LDD, les PER, le PEA, le PERCO, les assurances vie, etc., bah, c'est très difficile d'échapper à la fiscalité. En revanche, il est possible, finalement, de d'absorber cette fiscalité en investissant dans des choses qui rapportent. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous avez 14 000 milliards d'épargne qui dort, 14 000 milliards d'épargne, mais en fait, le problème de ces 14 000 milliards, c'est que ça ne rapporte rien. Cet argent, une très grosse partie de cet argent, est investi dans des trucs, hein, excusez-moi, j'appelle ça des trucs, qui rapportent, allez, 1%, à peine 1% à tout casser par an. Donc ce patrimoine de 14 000 milliards ne rapporte quasiment rien aux ménages. À- allez, 1% à peine. Donc ce qui est dramatique, c'est que si l'État s'amuse à fiscaliser ne serait-ce que à hauteur de 1% ce patrimoine, ben en fait, c'est équivalent à faire en sorte que le patrimoine de ces personnes diminue petit à petit d'année en année. Voilà. Parce que vous avez 14 000 milliards, vous avez de l'argent qui est placé à 5-6%. Vous voyez, 5-6%, il n'y a pas besoin, hein, parle pas de spéculer l'argent de sa retraite dans des trucs, dans des cryptos. Je parle pas de ça. Mais si les Français étaient éduqués et étaient accompagnés par des conseillers capables de leur générer ne serait-ce que 5, 4, 5, 6% de rendement net par an, bah même si l'État mettait une ponction, rajoutait une ponction sur le patrimoine de 1%, bah, si vous avez 4 ou 5% de pertes par an, bon, bah, vous recédez 1% à l'État, vous continuez quand même à vous enrichir. Ce qui est dramatique, c'est que il suffit que l'État ponctionne 1% dans le patrimoine des ménages pour se retrouver à l'équilibre. Sauf que ce qui est dramatique, c'est que malheureusement, ce patrimoine de 14 000 milliards ne rapporte quasiment rien. Il est placé sur des solutions qui ne rapportent quasiment rien. Donc, si vous ponctionnez un truc qui rapporte 0 ou 1%, si vous le ponctionnez de 1%, ben en fait,
finalement, vos ménages vont s'appauvrir. Il est là le problème. Donc voilà un petit peu hein, ce que j'ai à dire sur la situation de la France, de l'économie française. Donc la situation française n'est pas bonne, clairement. Elle est très mauvaise, mais elle n'est pas mauvaise pour les bonnes raisons. Elle n'est pas mauvaise parce qu'on a un ratio dette sur PIB qui est élevé. Elle n'est pas mauvaise parce qu'il y a l'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mauvaise parce qu'on a un déficit, on a eu un déficit public à 5 ou 6%. Elle n'est pas mauvaise parce qu'on a un taux d'impôt sur les sociétés de 25%. C'est pas ça qui est à l'origine des problèmes graves dont souffre la France. Les problèmes graves dont souffre la France, c'est le poids de l'État dans la vie économique française, un marché du travail qui est hyper rigide, un manque de culture des agents économiques et une approche très négative de l'échec. Regardez le nombre de fusées que Elon Musk a envoyées et qui ont explosé, qui ont pété, qui n'ont pas marché. N'empêche, aujourd'hui, Elon Musk, il est le seul à être capable d'envoyer des fusées qui sont capables de réatterrir. Pourquoi? Parce que Elon Musk a la possibilité d'échouer. On lui permet d'échouer. C'est pas grave d'échouer. Dans les pays anglo-saxons, c'est pas grave d'échouer. Moi, quand j'ai travaillé en Suisse, quand j'avais passé des entretiens en Suisse, on m'a posé des questions et on m'a demandé de citer les échecs que j'ai connus. Et moi, j'en ai connu des échecs. Donc, j'ai cité la liste des échecs que j'ai connus. Et c'était considéré comme très positif en Suisse. En France, si vous parlez de vos échecs, ah, c'est pas bien du tout. C'est non, en France, on n'a pas le droit à l'échec. Donc ça, c'est le quatrième gros problème de la France. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire sur ce dossier. Donc, oui, la situation est grave. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'on va s'enfoncer. En fait, la France, en fait, elle est un peu comparable au Titanic. Sauf que le Titanic a coulé en 4 heures. La France ne va pas couler en 4 heures, ni même en 4 jours, ni en 4 semaines, ni en 4 mois, peut-être en 4 années. Voyez, peut-être en 4 ans, mais effectivement, la France, pour moi, c'est un peu comme le Titanic, va couler, va tranquillement s'enfoncer, tranquillement, 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 lentement, mais malheureusement, mais doucement. Voilà. C'est pour ça que certains, comme Charles Gave ou François Xavier de DME, de la chaîne Drôme à économie ou DME en direct, espèrent qu'il y ait une crise et que le FMI débarque en France pour créer un électrochoc, pour obliger la France à faire des réformes qui sont nécessaires. Et les réformes qu'il faut, bah, en fait, c'est très simple. C'est débureaucratiser, désadministrer l'économie, enlever le poids de la paperasse. Hein. Franchement, quand vous êtes CGP, est-ce que vous avez besoin d'avoir affaire à tous ces organismes, honnêtement? Est-ce que vous avez besoin d'avoir l'ACPR, l'AMF, l'ORIAS, je- moi-même, je finis par oublier le nom de toutes ces structures. Donc, déjà, alléger le poids de l'État dans le fonctionnement de l'économie. Un. Deux, flexibiliser le marché du travail. C'est pas grave. Si vous êtes fonctionnaire et qu'on n'a plus besoin de vous, c'est pas grave d'être licencié. C'est pas grave d'être viré. On n'a plus besoin de vous. On vous licencie, mais c'est pas parce que vous êtes mauvais. Voilà, vous travaillez, vous avez un job. L'économie fait que, bah, on n'a plus besoin de vous. C'est pas grave. On vous met en congé, entre guillemets, on vous met en congé, mais c'est pas grave. Vous passez des formations, vous, euh, on vous donne quelques indemnités pour vous former et vous rebondissez sur un autre job. C'est pas grave. C'est pas grave quand vous commencez dans la vie active, vous avez 40 ans de carrière, c'est normal dans la vie de connaître des moments où vous avez besoin de mettre à jour vos connaissances. C'est pas grave. Voilà. Deuxièmement, il faut flexibiliser le marché de l'emploi. Et plus on va flexibiliser le marché de l'emploi, et plus bah, le fait de perdre son boulot, ça sera pas grave, puisqu'on pourra retrouver facilement un autre emploi. Voilà. Troisièmement, il faut éduquer les personnes.
Même moi, j'ai eu ma fille qui me dit, on a plein de matières à l'école, au collège, mais on n'a aucun cours sur l'économie, sur comment gérer un budget, comment, quand on reçoit 100, comment on va gérer 100 pour éviter d'être à -15 à la fin du mois. Il n'y a aucun cours là-dessus. Il faut sensibiliser les Françaises et les Français dès leur plus jeune âge, dès l'école primaire. Troisièmement. Et quatrièmement, il faut arrêter d'avoir une vision négative sur l'échec. L'échec n'est pas du tout négatif. Condition évidemment de comprendre pourquoi on a échoué. C'est pas grave d'échouer. Là encore, il faut dédramatiser la notion d'échec. Voilà. Alors, je vais organiser le 23 janvier 2025 un webinaire. Alors, ce sera un webinaire privé. Je ne mets pas le lien ici en description. Il n'y aura pas de lien. Ça sera un webinaire privé qui n'est accessible qu'aux personnes que je connais, avec lesquelles j'échange directement, j'échange de manière régulière. Donc ces personnes-là, je leur enverrai le lien, parce que c'est des personnes que je connais, donc je leur enverrai le lien en privé. Donc voilà. Pour un petit peu expliquer, détailler un petit peu la manière dont en fait le gouvernement, l'État, va ponctionner quelque part, va se servir dans le patrimoine des ménages pour essayer d'être à l'équilibre. Donc, je vais expliquer un petit peu la situation, pourquoi le patrimoine des ménages est à risque, enfin, une partie du patrimoine des ménages est en danger, et je vais expliquer un petit peu comment on peut faire pour se protéger, sans, là je fais un petit peu du teasing, sans passer par des solutions. Alors celles et ceux qui espèrent, qui effectivement qui attendent à ce que j'explique des montages compliqués pour sortir l'argent de France, non. En fait, il y a des moyens, c'est simple, de protéger son épargne sans avoir à partir avec des valises de billets et aller obtenir un passeport belge ou un passeport mexicain ou un passeport de Dubaï pour protéger son patrimoine. Il y a des solutions euh, très simples que je vais expliquer dans ce webinaire le 23 janvier à 20 heures pour vous montrer un peu finalement comment on peut protéger son épargne, son patrimoine, si jamais les choses devaient mal tourner. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à dire sur la situation de la France. Donc, la situation de la France est compliquée. Alors, ça fait 50 ans qu'il y a des problèmes en France, hein, c'est pas nouveau. Sauf que là, en fait, il y a une crise financière qui dure depuis 50 ans. Parce que quand vous êtes en déficit tous les ans, quand vous dépensez plus que ce que vous gagnez et que ces dépenses sont des dépenses de fonctionnement et pas des dépenses d'investissement, vous êtes en crise. Sauf que là, pour la première fois depuis 50 ans, à cette crise financière, on a une crise politique. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on a une crise politique, une crise de régime même, hein, si je reprends les termes de Philippe Fabry, une crise politique, une crise de régime doublée à une crise financière. Et c'est ça, en fait, qui va rendre la situation de la France de plus en plus compliquée. Je vais en parler plus dans le webinaire du 23 janvier, hein, j'expliquerai un petit peu tout ça. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, sans doute de joyeuses fêtes de fin d'année, puisque je pense pas que je ferai une autre vidéo d'ici la fin de cette année 2024. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à janvier pour un nouveau point de marché, pour vous expliquer un petit peu s'il y a des choses qui ont changé d'ici là. On aura sans doute un nouveau gouvernement d'ici quelques heures, quelques jours. Donc, je vous expliquerai un peu, je vous referai un point de marché, un point économique en janvier. Et pour les personnes que je connais, qui me connaissent, je ferai un webinaire, un spécial webinaire uniquement pour les personnes que je connais et à qui je donne rendez-vous le 23 janvier prochain. Voilà, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.